On vit pas dans la même France. Sur Sud Radio, il est 20h03, nous sommes en direct, on vit pas dans la même France, cette émission qui casse les codes, cette émission qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Alors en général, on reçoit beaucoup de politiques en face de créateurs de contenu, d'influenceurs, puis après il y a eu patatras, les municipales. Alors pendant les municipales, c'était compliqué parce que les 3/4 des députés étaient sur des listes des autres, on pouvait pas les inviter, sinon il fallait inviter tout le monde, ce qui n'était pas possible. Donc on s'est mis à inviter beaucoup de créateurs de contenu, beaucoup d'institutionnels. Puis du coup là, pour rattraper un petit peu notre retard politique, on a dit voilà, allez, en ce moment, on va inviter des politiques et on se régale. Franchement, on a des émissions extraordinaires en ce moment. Je suis très contente. Ce soir, on va parler d'un sujet qui me touche particulièrement, la misogynie. Voilà, je pense que ça nous touche tous ou pas. ou pas. Est-ce que le monde politique est-il misogyne ? C'est quelque chose, moi, qui m'a vraiment marqué. Alors, je le dis à tous, quand j'ai tourné pour les présidentielles à l'époque, en 2022, quand j'ai fait mes immersions avec les candidats à la présidentielle, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué et c'est là où je me suis rendu compte, alors même si on le voit sur les réseaux sociaux au quotidien, mais la misogynie dans le monde politique, c'est quelque chose, les amis. Alors on va voir si on partage tous les mêmes idées ou pas et comment. Pour parler de ce sujet, qui d'autre à part Sandrine Rousseau qui s'exprime très souvent sur le sujet, qui en a été victime énormément. Bonsoir Sandrine, merci d'être là. Et alors... Ils détestent les deux. Sur une émission spectaculaire. Mais c'est bien parce que du coup, on commence à rigoler. C'est marrant. Je ne déteste pas Sandrine Rousseau. Attends, je te présente d'abord. Que ce soit clair. Julien Audoul, s'il vous plaît. Le duo Bonsoir, improbable. Magali. Alors, je vous explique. Ce matin, je me suis dit, bon, je vais appeler Sandrine Rousseau. Je vais lui proposer l'histoire avec Julien Audoul. Ça peut être extraordinaire parce que vous avez des opinions tellement à l'opposé. Tous les deux, vous avez une personnalité tellement différente. Mais je trouvais que ça sert aussi à ça, notre émission. C'est de rassembler deux mondes qui... En fait, on vit pas dans la même France. Et on a l'impression, quand on voit Julien Audoul et quand on voit Sandrine Rousseau, que vous vivez pas dans la même France tous les deux. On vit dans la même Assemblée nationale déjà. Oui, d'accord, mais vous criez beaucoup tous les deux. Bon, vous êtes opposés à n'en plus finir. Voilà, vous appréciez pas forcément, je crois. J'ai cru entendre que c'était un petit peu compliqué. En tout cas, je dois dire, et je suis très honorée et je suis très heureuse que chacun, vous m'avez dit oui quand même, et que malgré tout, vous êtes deux personnes qui restaient ouvertes au débat. Et ça, du coup, on peut pas vous l'enlever parce que moi, j'ai des gens qui refusent de débattre avec un tel ou un tel. Et du coup, je me dis, mais c'est ça, l'émission, elle sert à ça, elle sert à se parler, à construire, à essayer d'échanger. Et finalement, malgré vos oppositions, je sais pas si on peut dire ça comme ça, vous avez accepté d'être là ce soir et pourtant, ça fait mal à Sandrine, elle a pas envie de te parler, je te le dis clair. Voilà. Elle a pas envie de te parler. Je l'ai fait pour les femmes. Elle le fait pour les femmes, voilà. Merci Sandrine. Tu le fais pour moi un petit peu. Absolument. Voilà. Ça va bien se passer, comme dirait l'autre. Oui, t'as intérêt. Moi, je suis là. Attention, moi, Sandrine, je te le dis. Alors... Non mais après, aparté que je peux faire, vous êtes deux personnalités politiques que j'adore et franchement, même si vous n'avez rien à voir, moi je vous apprécie personnellement tous les deux. Je parle pas de vos convictions politiques parce que je suis pas là pour juger les convictions politiques des uns et des autres, mais vous êtes deux personnalités que j'aime beaucoup. Et on a Valentin qui est absent pendant la semaine là parce qu'il a dû partir voir sa petite maman d'amour à Brest. Donc je serai sans Valentin cette semaine, mais vous inquiétez pas, il revient vite. Lundi prochain, il sera de retour. Et puis bien sûr, on vous lit, nos auditeurs préférés. Est-ce qu'on est en live ? On est en live Insta ? Oui, nous sommes magnifique. en live Insta comme tous les soirs. On est en live Instagram. Donc, et sur YouTube aussi. Donc il y a Florian qui va lire tout ce que vous racontez sur les lives et surtout sur YouTube parce que c'est sur YouTube que ça se passe où il y a plus d'1 million d'abonnés sur la chaîne YouTube de Sud Radio, ce qui est quand même énorme pour une radio. En général, les radios c'est quand même vieillot. Non mais c'est faut le dire. Là, un petit taquet pour Sud Radio et les autres radios de France. Non, les radios en général. Mais je trouve que ça se modernise aujourd'hui justement. Et moi je suis fière de ça. Je suis désolée. 1 million d'abonnés sur YouTube, c'est beaucoup, c'est bien, c'est énorme, faut le souligner. Alors. Les amis, je vous présente en 2 temps 3 mouvements parce que je pense que j'ai vraiment pas besoin de les présenter, mais on y va. Sandrine Rousseau, donc Sandrine, tu es députée écologiste, figure engagée sur les questions du féminisme, de l'écologie et de la justice sociale. Tu es très présente dans le débat public, tu assumes des prises de position fortes sur les enjeux environnementaux, les violences faites aux femmes et l'évolution de la société. Je pense que c'est vraiment ton combat, on le voit, ça te prend aux tripes. Ouais, c'est marrant qu'on dise que ce sont des positions fortes, c'est juste des positions de respect en réalité. Oui, mais aujourd'hui malheureusement ça devient...
c'est peut-être un problème. T'as raison, ce que tu dis, de le souligner. À l'Assemblée nationale, comme sur les plateaux télé, tu défends donc une parole très engagée, souvent clivante, qui suscite le débat et porte une vision de transformation profonde de la société. Absolument. Voilà, merci d'être avec nous en tout cas. Merci. Et Julien Audoul, alors Julien, toi tu es député et porte-parole d'une ligne politique très assumée, donc toi tu es RN, Rassemblement National, Marine Le Pen, Jordan Bardella. Tu préfères qui entre Marine Le Pen et Jordan Bardella ? J'aime les deux. Ah, mytho, arrête. Comme mon père et ma mère. Oh. J'aime les deux. Tous les députés vous dites la même chose, mon père et ma mère. Moi, je suis venu au RN pour Marine Le Pen. J'ai apprécié ensuite travailler avec Jordan Bardella à la tête du mouvement. Ils sont complémentaires et j'ai pas de préférence. Mais tu sais que je pense que les Français n'ont pas de préférence non plus. Ah ouais, ouais, ils aiment les deux, ils aiment surtout leurs idées. Tu pourrais dire que c'est un peu comme un grand frère, mais de là à dire ton père, le pauvre, tu l'as vieilli. En 2 minutes, tu l'as maqué avec Marine Le Pen. C'est compliqué, là. Ils sont pas le même âge. T'as rencontré la princesse ou pas ? Non, je n'ai pas eu ce plaisir et cet honneur. Ah, quelle histoire. On a reçu Jean-Philippe Tanguy à ce sujet. Oui. Très sympa. On a parlé de la princesse. Prince, visiblement. Ah bah, je sais pas, moi je vais pas poser la question, la vérité. Bah écoute, tu viens de nous annoncer un scoop ce soir, c'est génial. Il avait dit il a dit je cherche un prince. Oui, il cherche un prince. Il a dit ça. Ouais. Putain, mais pourquoi je loupe tout dans ma propre émission ? Moi, je comprends pas. Alors, toi, t'es très présent. Alors, toi, les questions de sécurité, l'immigration, le pouvoir d'achat. Entre autres, mais sur d'autres questions. Et la question de l'égalité aussi est importante, puisqu'elle est remise en cause, notamment par les politiques d'immigration. Et tu es très présent donc dans le débat public, tu défends les positions du Rassemblement national avec un ton direct et offensif. Et à l'Assemblée nationale, comme sur les plateaux télé, toi aussi, tu assumes des prises de parole clivantes aussi, qui suscitent régulièrement le débat. Et tu incarnes une opposition déterminée sur les grands sujets de société. Très bien résumé. Merci. C'est Florian. Non, je rigole. Enfin, oui. Alors, ce soir, on va parler de la politique et de la misogynie. Je vais d'abord poser la question à Sandrine Rousseau, parce qu'on sait qu'elle a été victime, et personne ne peut enlever ça à Sandrine. Tu as eu des gens qui ont été condamnés, je crois, toi, pour harcèlement, non ? Il me semble. Ah oui, sur le cyberharcèlement, ouais. J'ai obtenu jusqu'à 18 mois de prison avec sursis, ouais. C'était des garçons, c'était des hommes ? Oui, quasi exclusivement. Et on le voit souvent, moi, mon procès de cyberharcèlement, dont tu étais présente d'ailleurs, il y avait quasiment que des hommes. Je crois que sur les 34 à l'époque, il y avait que 2 femmes. Est-ce que pour toi, c'est particulièrement masculin aujourd'hui d'être misogyne ? Quand même, oui. Après, il y a évidemment des femmes qui rentrent aussi dans ce cadre-là, mais globalement, quand même, c'est ce que subissent les femmes, c'est une violence d'hommes. Alors, ça veut pas dire tous les hommes. Je sais que cette question arrive immédiatement, mais ça veut quand même dire suffisamment d'hommes pour que toutes les femmes quasiment le subissent. Moi, je ne connais pas une seule femme qui n'ait pas subi une forme de violence, ce qui pose quand même question. C'est-à-dire que c'est une violence institutionnalisée et systémique contre les femmes. Donc, il y a suffisamment d'hommes, en tous les cas, pour que ça puisse se produire. Et on sait que plus de 90% dans toutes les violences des personnes concernées, enfin des auteurs, sont des hommes. 94% pour les viols, 95% pour le harcèlement. Enfin bon, voilà, on le sait. Donc je veux dire, il y a quand même un rapport de genre derrière ça. Et en effet, cette violence, elle prend naissance, elle prend racine, elle vient d'une misogynie qui est une forme de dévalorisation des femmes, même de haine des femmes certaines fois. Et en fait, c'est pour obtenir l'égalité, il faut soulever tout ça, en fait. Il faut soulever le tapis et il faut remuer la vase, qui parfois sent pas très bon, ça je reconnais, parce que évidemment, ça soulève des questions fondamentales dans chaque foyer, dans chaque famille, dans chaque milieu, j'ai envie de dire. Et donc voilà, c'est pas un petit phénomène, c'est pas un épiphénomène, c'est pas un hasard, c'est pas une incompréhension, c'est profondément un rapport social d'assignation et de discipline des femmes. Mais est-ce que tu penses que la misogynie en politique est encore plus grave, parce que les politiques, vous êtes censés donner l'exemple. Vous êtes nos représentants. Alors, elle est plus grave parce que la politique est un monde d'hommes. L'Assemblée nationale, par exemple, il y a des portraits de députés absolument partout dans l'Assemblée. Vous n'avez pas une salle sans avoir des portraits de députés ou des statues de députés ou des bustes de députés. Et il y a que 2 femmes qui sont représentées dans toute l'Assemblée nationale. L'une, c'est Olympe de Gouges, qui a un tout petit buste, et l'autre, c'est Simone Veil, qui est dans le jardin et qui a elle aussi un tout petit buste. Et en fait, aucune de ces 2 femmes n'a jamais été députée. Donc en fait, on voit que l'Assemblée
l'Assemblée nationale parce que la fonction politique, c'est une fonction, ce qu'on appelle tribunicienne, c'est-à-dire que il faut être un tribun et que le féminin de tribun, c'est tribune, c'est la table sur laquelle il s'appuie. Donc en fait, rien n'est fait dans le monde politique. Le monde politique a été conçu par les hommes et pour les hommes, et rien n'a été fait pour que les femmes y soient respectées, que leurs paroles soient entendues, que leur légitimité soit forte et que leurs compétences aussi soient reconnues. Moi, ce qui me frappe vraiment et ce que je ne supporte plus dans les réunions politiques, en tous les cas de mon camp, c'est le fait que dès qu'on parle stratégie politique, c'est un truc d'homme, c'est-à-dire que les femmes ne sont pas entendues sur l'aspect stratégie. Donc voilà, c'est oui, au quotidien, c'est assez lourd, ouais. Donc pour toi, la politique est faite par des hommes pour des hommes. Absolument. Non, c'est important, cette phrase, elle est forte. Encore une fois. Alors, restez avec nous sur Sud Radio. Je donne la parole juste à notre retour à Julien Audoul pour nous dire ce que tu penses. Est-ce que la politique a été faite par les hommes, pour les hommes, pour réagir à ces propos de Sandrine Rousseau qu'on entend aujourd'hui, hein, il y a des choses qu'elle dit, c'est vrai, elle a raison là-dessus. Allez, on ne sera pas forcément en désaccord sur tout. Hein. Ah, alors j'espère. Allez, à tout de suite sur Sud Radio, on attend ça. Magali Berda, Sud Radio, on vit pas dans la même France. Sud Radio, on vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h14, nous sommes en direct, on vit pas dans la même France, cette émission qui casse les codes, où on parle un peu de politique d'une manière différente, un peu plus cool, avec des mots drivés par une animatrice qui parle pas le même langage que les journalistes, parce que déjà je suis pas journaliste, et parce qu'en plus, moi j'ai pas les mêmes codes que vous les amis, et c'est ce qui fait aussi cette force de l'émission. Julien Audoul, quand tu entends Sandrine Rousseau qui nous dit que aujourd'hui la politique a été faite par des hommes, pour des hommes, et que c'est gonflant, même au sein de son propre camp, il y a des choses qui dérangent aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? On peut être en accord sur le fait que la politique a été pendant des siècles et des siècles un monde d'hommes, exclusivement réservé aux hommes, puisque dans nos sociétés, c'était les hommes qui avaient tous les pouvoirs politiques, pouvoir économique, pouvoir sur l'organisation de la société, de la famille, etc. Heureusement, au cours des dernières années, nos sociétés, évidemment, ont laissé place à l'égalité entre les hommes et les femmes, qui est une victoire et une victoire, j'allais dire, à la fois européenne, française, de bon nombre de démocraties. Pour autant, c'est vrai qu'on constate que le monde politique a mis énormément de temps à s'ouvrir et que même au sein de nos partis politiques maintenant, on a quelquefois des réflexions, des déclarations, des comportements misogynes. Une des responsables politiques qui en souffre énormément depuis longtemps, mais dans l'indifférence générale, c'est Marine Le Pen. Marine Le Pen, qui pour bon nombre d'opposants, et notamment à gauche, a perdu son statut de femme et de femme politique pour subir un certain nombre d'outrances, de déclarations insultantes, purement misogynes, mais vraiment abominables, quelquefois abjectes, des caricatures monstrueuses qui ont été acceptées parce que elle avait des idées qui étaient décriées par la gauche. Donc Marine Le Pen, elle sait pertinemment ce que ça en coûte d'être une femme en politique. C'est très dur, particulièrement quand on est au premier plan, quand on est candidate à la présidentielle. Je rappelle qu'elle a été candidate 3 fois à la présidentielle. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont été candidates à la présidentielle. Quelquefois, ça s'est mal passé d'ailleurs. Et j'espère que ça se passera bien l'an prochain pour Marine Le Pen. Mais moi, ce que j'observe, c'est que nos sociétés qui ont fait beaucoup pour l'égalité, qui ont véritablement relégué la haine des femmes, nos sociétés l'ont rendue illégale, la haine des femmes, l'ont condamnée. Et ça, c'est une très bonne chose. Malheureusement, on assiste à quoi ces dernières années ? On assiste à un retour de la violence contre les femmes, de la misogynie institutionnalisée, par le fait notamment de politiques migratoires, parce qu'on importe des cultures qui sont malheureusement fondamentalement misogynes. Il y a des idéologies comme l'idéologie islamiste qui s'installe dans notre pays, qui a dans ses fondements la relégation des femmes, l'invisibilisation de la femme, le fait que la femme, elle est naturellement inférieure à l'homme, ce qui est insupportable, et ça a tendance à se banaliser. Et moi, ça, très clairement, ça me révolte que des gens qui se disent de gauche, et là, pour le coup, on ne sera pas d'accord, des gens qui se disent de gauche, qui pactisent, qui font le jeu de gens
qui font de la misogynie leur programme politique. Les Frères musulmans, Sandrine Rousseau a notamment voté contre la résolution à l'Assemblée nationale qui visait à inscrire les Frères musulmans comme mouvance terroriste. Les Frères musulmans, c'est quoi ? C'est une mouvance qui veut la généralisation, l'instauration de la loi islamique. Et la loi islamique, c'est quoi ? C'est le fait que la femme est inférieure à l'homme. Voilà. Que la femme soit invisibilisée sous une prison de tissu et qu'elle soit exclue de la société. C'est ça. Et encore une fois, là, il y a une contradiction majeure entre ceux, et je ne remets pas du tout en cause les combats et, j'allais dire, les visées, les objectifs de Sandrine Rousseau. Mais quand on est main dans la main, quand on invite Médine, par exemple, comme les écologistes, qui est un rappeur misogyne, antisémite, islamiste, à ses universités d'été, quand on dit que le voile est un embellissement pour les femmes, comment peut-on défendre les femmes et lutter contre la misogynie ? C'est une vraie question que je me pose. Alors Sandrine Rousseau. Non, mais tout est ramené aux étrangers, c'est un truc dingue parce que c'est comme si on était dans l'incapacité de voir la misogynie dans son propre camp. Et moi je l'ai dit, dans mon propre camp, il y a des quand on parle de stratégie politique, eh bien les femmes sont souvent mises de côté. Mais par exemple dans votre camp à vous, dans le Rassemblement national, dans le groupe parlementaire du Rassemblement national, il y a un député qui maintenant est maire de Carcassonne qui s'est pris en photo devant une pancarte qui disait « Va faire la soupe salope » et qui m'était adressée. Dans votre camp du Rassemblement national, dans votre groupe à l'Assemblée nationale, il y a un député qui a dit sur une autre radio que j'étais une Greta Thunberg ménopausée. Tout cela, ce sont des remarques sexistes et il n'y a pas besoin d'être islamiste pour ça. Je veux dire, en fait, ce que vous faites, c'est une bataille culturelle pour accuser toutes les personnes de religion musulmane de tous les maux. La réalité, c'est que la misogynie traverse la société, rend la position des femmes dans les situations de pouvoir toujours compliquées. Nous sommes toujours exposés à une forme de violence dont on ne sait jamais d'où elle va arriver, quand elle va arriver et comment elle va arriver. C'est-à-dire que systématiquement, il y a des mots qui sont lancés, qui vous va faire la soupe salope. Moi, je ne pensais pas que c'était possible aujourd'hui. Je ne pensais pas qu'il était possible qu'un député pose devant une pancarte va faire la soupe salope et qu'il y ait aucune espèce de réaction face à cela. Vraiment, je vous le dis, et pareil, Greta Thunberg ménopausée. Enfin, réfléchissons à ces mots. Ils viennent vraiment d'un député de votre groupe. Déjà, en quoi la ménopause en quoi c'est un sujet pour un homme qui ne connaît rien. Enfin, je veux dire, en quoi c'est un sujet. Greta Thunberg ménopausée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait l'hystérie serait des deux côtés des âges des femmes. Enfin, en fait, tout cela vraiment pue la misogynie. Je sais pas utiliser d'autres mots. Et cela, par contre, ça passe complètement crème. C'est-à-dire que ça, il y a zéro sujet. Ça, c'est jamais remis en cause. Et quand dans votre groupe, à chaque fois que je prends la parole, il y a de multiples interventions pour me traiter de folle, d'hystérique, et que la présidente de l'Assemblée nationale vous a même fait un rappel à l'ordre pour arrêter ces remarques-là. Ça, par contre, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les islamistes, quoi. Voilà, c'est quand même incroyable qu'on ne soit pas en capacité de regarder à dessein mon propos partout où on doit regarder pour lutter contre la misogynie. Et si vous étiez sincère sur la misogynie, vous verriez autant cette misogynie-là qui vient de vos bancs que la misogynie qui vient d'ailleurs. Sauf qu'il y a une grande différence. Premièrement, la pancarte que vous évoquez n'a pas été réalisée par notre député Christophe Barthès. Mais il s'est pris en photo devant. Il s'est pris en photo. Et tu condamnes ça ? Ce qui était évidemment débile. Et Marine Le Pen, ce qui était évidemment ridicule. Et nous le condamnons, bien évidemment. Là, attends, je te pose juste une question, Julien. Quand tu es en réunion de groupe et que le député, il fait ça, qui est une énorme connerie, en fait. Je pense que n'importe quel bord politique peut le dire. Est-ce que Marine Le Pen, elle réprimande ce genre d'action ? Elle lui dit quoi ? Évidemment, mais elle déteste ça. Parce qu'elle a été victime. Elle n'a pas eu un mot public. Elle a été victime un mot public. Mais tu vas faire la soupe salope, c'est pas juste une insulte. Sur les mots publics, c'est intéressant parce que je parlais des critiques et des propos misogynes et des déclarations qui ont visé pendant des années Marine Le Pen dans l'indifférent général. Dernièrement également, nous avons eu notre députée Edwige Diaz qui a subi une mise en scène lors d'un concert du rappeur Médine où il y avait une piñata à son effigie. Voilà. La piñata était tabassée, voilà, avec ce que ça évoque quand même.
Ça, tu condamnes? Je condamne tout acte de misogynie. Et là aussi, il n'y a pas eu de propos publics. Je viens de le dire, là, par exemple, je condamne toute action misogyne. Non, ce que je veux dire, mais je l'avais fait, je vais vous dire, moi, je l'avais fait parce que Marion Maréchal avait visité le salon de l'agriculture et qu'elle avait subi des insultes misogynes et un cyberharcèlement misogyne. Et j'avais dit à mon camp, surtout, n'utilisons pas les armes misogynes parce que précisément, nous le subissons trop pour utiliser ces armes-là contre nos adversaires politiques. Et en fait, j'ai été, d'ailleurs, je me suis fait beaucoup reprendre sur cette expression, mais je condamne les actes misogynes, d'où qu'ils viennent et qui. Oui, mais sauf qu'il y a des différences de degré, de nature. Quelle que soit la cible. Et le fait. Non, en fait, il n'y a pas de degré. Le fait d'amalgamer, effectivement, il faut dénoncer le moindre propos, les déclarations, les tweets, très bien. Sauf que vous avez d'un côté des relents débiles d'une misogynie pseudo-culturelle, de réflexes qui sont assez navrants de la part de certains, et c'est immédiatement condamné. De l'autre, vous avez des pratiques institutionnalisées. C'est-à-dire que vous avez des cultures où c'est institutionnel. Et malheureusement, ces cultures s'implantent chez nous. Et malheureusement, des codes que l'on croyait relégués soit au Moyen-Âge, soit à l'autre bout du monde. Je parle par exemple de l'excision. Voilà. Le fait qu'aujourd'hui, il y a des campagnes en France pour lutter contre l'excision, qui n'existait pas il y a 30 ans dans notre pays, évidemment. Et qui n'est pas du tout lié à une religion, par ailleurs. Non, mais je le précise. Je dis que c'est culturel. C'est culturel. Et je parle pas de religion, je parle d'idéologie. Et le fait que dans l'idéologie islamiste, effectivement, la femme est un objet, que cette idéologie, malheureusement, est soutenue par certains partis politiques et par certains élus qui, pour des raisons électoralistes, considèrent que il faut défiler avec des imams qui théorisent sur le viol conjugal. Voilà, on a une grande manif. Vous avez des élus de gauche, d'extrême gauche, qui manifestaient main dans la main avec des élus qui disent, avec des imams, que la femme est une pièce de monnaie. Voilà, je rappelle quand même. Ça, c'est insupportable. Et donc, il y a une différence quand même de degré de nature. On peut pas tout mettre dans le même sac. Petite déclaration misogyne et le comportement insupportable d'idéologie qui tend à faire des femmes des objets dans notre pays. Au Sénat est passée une loi pour interdire le viol conjugal et pour supprimer de la loi la notion de devoir conjugal qui est une forme de viol conjugal. Les seuls qui se sont, alors vous n'avez pas de sénateur, mais les seuls, ceux qui ont voté contre ou qui se sont abstenus, c'est Bruno Retailleau et votre sénateur. Donc en fait, je veux dire, vous pouvez critiquer ailleurs, mais vous ne pouvez pas dire que la fin du devoir conjugal, ça n'est pas un droit nouveau pour les femmes et que ça n'est pas absolument essentiel de nettoyer notre code pénal de ce devoir conjugal. Enfin, c'est un viol institutionnalisé, reconnu. Et en fait, vous avez voté contre le fait de l'enlever. Et je voudrais juste terminer, sur une chose. Vous avez manifesté avec des imams qui défendent cette idée. On va laisser répondre Sandrine et Julien, je te donne la parole. Mais moi, j'ai pas manifesté vos amis politiques. Non, j'ai pas d'amis. Non, j'ai pas d'amis politiques qui sont misogynes. En réalité, je n'ai pas d'amis politiques qui sont misogynes. Par contre, je voudrais revenir sur cette phrase, tu vas faire la soupe salope, parce que pour moi, c'est pas une phrase qui dit n'importe quoi. C'est-à-dire, c'est pas une phrase qui est dite comme ça dans un espèce de coup d'énervement. C'est-à-dire, c'est un agriculteur qui l'avait dit, qui a été repris dans une pancarte, et le député RN a été extrêmement fier, qui est maintenant maire de Carcassonne, a été extrêmement fier de poser devant. Mais tu vas faire la soupe salope, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ta place est dans la cuisine. Ça veut dire que ta place, elle ne sort pas de la cuisine. Ça veut dire qu'une femme politique ne peut pas faire de politique. Ça veut dire que ça nous est encore interdit et ça nous est encore critiqué que nous puissions prendre la parole publiquement, assumer des positions et aller dans la sphère politique débattre pour le droit des femmes, mais aussi pour toutes les autres, pour tous les autres domaines de la politique. Et en fait, tu vas faire la soupe salope. Ça veut dire rentre dans ta cuisine, enferme-toi dans ta cuisine, c'est là qu'est ta place. Et je suis désolée, c'est d'une misogynie qui n'est pas juste une bourde. Ça n'est pas quelque chose qui est juste con, c'est quelque chose qui est profondément qui rentre sous le coup de la loi. Et d'ailleurs, l'agriculteur a été condamné pour cette phrase. Ça rentre sous le coup de la loi parce que la misogynie n'est pas une opinion, c'est un délit aujourd'hui dans notre code pénal. Et merci aux progressistes, merci aux féministes qui ont réussi à le faire rentrer ainsi. Les progressistes et les féministes, ou plutôt les ayatollahs du féminisme aujourd'hui, qui sont des gens d'extrême gauche, font d'un côté la chasse à certains
mâle blanc, parce que c'est ça en fait, le féminisme aujourd'hui c'est la chasse au mâle blanc, mais font venir des misogynes par milliers et finalement s'accommodent de l'islamisme, s'accommodent du communautarisme qui encore une fois est un danger majeur pour les droits et libertés des femmes. Mais après tu peux pas dire Julien que tous les immigrés sont misogynes. Pas du tout, pas du tout. Non, mais c'est pas la question. Ni tous les immigrés, ni tous les musulmans, ni tout. En fait, il y a une confusion qui est faite entre immigrés musulmans, entre musulmans et islamistes. Tous les islamistes sont des misogynes. Voilà. Tous les islamistes sont des misogynes. Tous les islamistes sont des musulmans. Est-ce que tous les musulmans sont des islamistes ? Non. Bien évidemment non. Il y a une majorité de nos compatriotes de confession musulmane qui sont totalement acculturés, assimilés, intégrés, qui considèrent que la femme est l'égale de l'homme. Il n'y a aucun problème là-dessus. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un danger. Oui, tous les islamistes sont des musulmans, c'est factuel. Tous les musulmans, vous renvoyez à une religion. À une idéologie, oui. Vous renvoyez à une religion, un ordre de genre. Mais je vais vous dire, la religion catholique aujourd'hui est le plus grand boys club au monde. C'est-à-dire que dans la religion catholique aujourd'hui, il n'y a pas une seule femme qui a le droit d'être évêque, qui a le droit d'être prêtre, qui a le droit de rentrer dans la hiérarchie de l'Église catholique. C'est une misogynie. C'est-à-dire qu'en fait, il est absolument incroyable que dans une des trois principales religions au monde, eh bien, il n'y ait aucune espèce de femme qui soit... Vous allez comparer les mariages forcés. Il y a par exemple des imams femmes. Vous allez comparer le voilement des fillettes. Vous allez comparer à l'organisation d'un clergé. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est totalement absurde. En pause, je laisse répondre Julien juste après cette petite pause par rapport à ce que tu dis par rapport à la religion catholique. À tout de suite sur Sud Radio. Magali Berda, Sud Radio, on vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h30. On retrouve Julien Audoul et Sandrine Rousseau sur ce sujet de la misogynie en politique. Alors, on déborde un peu forcément, mais on s'y attendait aux réponses de Julien Audoul, l'immigration, etc. Sandrine qui est pas contente du tout. Elle veut se barrer. Non, je rigole. Non, elle reste. Mais en gros, elle t'expliquait, Julien, juste avant cette petite pause, je répète pour nos auditeurs qui viennent d'arriver, que toi, tu dis que la religion musulmane est forcément... Enfin, je sais, j'arrive pas à dire... Non, que les musulmans... Il y a des musulmans qui sont, certains, pas tous, islamistes, c'est ça que tu dis. Oui, voilà, et que les islamistes sont misogynes. C'est ça que tu dis. Par définition. Et Sandrine t'a répondu que dans la religion catholique, c'est une des religions où il y a le plus de misogynie, puisque les femmes, finalement, n'ont le droit... J'ai pas dit le plus. Je reconnais qu'en Afghanistan, la situation des femmes est absolument terrible. Enfin, je veux dire, les talibans, mais Daesh, j'ai aucun doute là-dessus. Oui. Maintenant, ce que je dis, c'est que c'est trop facile de regarder que d'un côté. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que vous avez chez les intégristes musulmans, en effet, une misogynie indéniable. Vous avez chez les intégristes et dans la religion catholique une misogynie aussi qui prend une autre forme, qui est l'interdiction pour les femmes d'entrer dans la hiérarchie de l'Église. Et donc toute la hiérarchie de l'Église dans le monde entier décide pour les femmes qu'elles n'aient pas le droit à prendre la pilule ou à avoir une contraception, etc. Et en fait, ils décident pour les femmes. Donc c'est profondément misogyne aussi. Mais on pourrait parler de la religion juive où dans les catégories ultra-orthodoxes, c'est-à-dire chez les pratiquants qui sont eux aussi intégristes, eh bien la situation de la femme n'est guère enviable. Et d'ailleurs, elle doit aussi se couvrir la tête. Alors évidemment, il n'y a pas d'État qui, comme en Afghanistan, qui a été pris et qui est tenu comme ça par des intégristes religieux, mais n'importe quelle religion monothéiste, n'importe laquelle des trois religions monothéistes, comprend dans sa philosophie et dans son sein une forme de contrôle sur le corps des femmes parce que ce sont des sociétés patriarcales qui ont créé ces religions et qui les ont fait fructifier, évidemment. Non, mais là où c'est très différent, c'est qu'en France, il n'y a pas de danger pour les femmes avec la religion catholique. Il n'y a pas de danger pour les femmes avec la religion juive. Il y a un seul danger qui est le fait d'une idéologie qui se développe de plus en plus, malheureusement, qui recrute, qui a colonisé bon nombre de quartiers. Il n'y a pas de danger non plus pour les femmes en France par les musulmans, ça n'est pas vrai. Il y a un danger avec l'islamisme. Il y a un danger avec l'islamisme. En France, il n'y a pas de danger. Il y a un danger qui est terrible avec l'islamisme, parce que cet islamisme a le vent en poupe, c'est parce qu'il a des réseaux associatifs, parce qu'il a des réseaux politiques,
catholique, c'est qu'il a la France insoumise Il est avec nous dans qui la pièce, déroule là, le tapis rouge, parce qu'il a les Verts aussi qui sont fascinés par les islamistes. Non, après, ce que veut dire Sandrine, c'est qu'il y a un code pénal aujourd'hui en France qui interdit des actes qui sont illégaux sur les femmes, etc. Alors que par exemple en Afghanistan, pas du tout. Mais c'est une théocratie. Malheureusement, est-ce que le voilement des fillettes est interdit ? Non. Il y a des fillettes voilées dans notre pays. On en a eu même à l'Assemblée nationale. On en a eu dans les tribunes de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, on voit ce qui se passe en Iran. On voit que les femmes qui courageusement ont essayé de s'extirper de cette prison de tissu en ont payé le prix de la vie. On voit ce qui se passe effectivement en Afghanistan. Et ces pratiques-là qu'on aurait dû condamner et repousser et dénoncer avec la plus grande force, elles sont chez nous. C'est-à-dire qu'il y a des petits califats dans notre pays. C'est-à-dire vous avez des quartiers qui sont communautaires. Mais bien sûr que oui. Non. Alors c'est sûr que vous, quand vous êtes allé à une réunion, à une manifestation des Iraniennes, vous vous êtes fait jeter parce que on peut pas dire. Je ne me suis pas fait jeter. Vous êtes fait jeter et huer. Si vous êtes fait jeter et huer. Parce que quand on ose dire, excusez-moi, je ne me suis pas fait jeter. Je me suis fait tuer par quelques femmes et hommes qui étaient présents. Légitimement, mais je me suis pas du tout fait sortir d'aucune manière. Par contre, vous vous êtes fait sortir de nombre de manifestations. Le voilement est un embellissement, alors que le voilement est l'instrument et le symbole de la relégation de la femme. Je n'ai pas dit que le voilement vous avez dit que le voile était pour certaines femmes un embellissement. Voilà, ce qui est totalement choquant elle pouvait le mettre contraire au titre visiblement à l'égalité entre les hommes et les femmes. Elle pouvait mettre le voile pour mille et une manières, qu'on met le voile pour mille et une manières. Et d'ailleurs, il faudrait les entendre sur pourquoi. Vous avez justifié le port du voile. Mais si vous me laissez parler, s'il vous plaît, donc les femmes peuvent mettre un voile pour mille et une raisons. Et d'ailleurs, il faudrait les entendre, parce que ce serait très important d'entendre leur voix pour savoir pourquoi elles le font. Certaines femmes, je pense aux plus âgées, par exemple, le mettent par tradition plus que par religion. Et il y a d'autres femmes, particulièrement chez les jeunes, qui le mettent parce que pour elles, ça fait partie de leur manière d'être au monde et de se rendre belle au monde. Et ben oui, en fait, et ça, je veux dire, vous pouvez pas juger à leur place, en fait. Ce que moi je condamne, c'est le fait que des hommes imposent à des femmes de le mettre. Mais qu'elles le mettent, si elles, ça leur plaît de le mettre, eh bien, je suis désolée, il n'y a pas de problème. Toutes les autres femmes. Je voudrais juste redire une chose, parce que vous disiez que la religion catholique ne mettait pas en danger les femmes. Moi, j'ai le souvenir quand même, et c'est un souvenir douloureux d'ailleurs, vraiment, du moment de l'épidémie de sida, où la religion catholique disait par exemple qu'il ne fallait pas mettre de préservatif parce que encore une fois, dans cet ordre patriarcal, il y a aussi une injonction faite aux hommes d'être dans l'hétérosexualité, la virilité, etc. Et donc, ne pas mettre de préservatif. Vous êtes hors sujet. Ah ben non, je suis absolument dans le sujet. Et que ça a généré... C'est la haine de la religion catholique. C'est fou comme vous tapez à chaque fois sur les catholiques. Laissez-vous répondre, les amis. Julien, vis-à-vis de personnes, et surtout pas des trois grandes religions, mais par contre, je vous dis juste qu'il y a une construction sociale derrière chaque religion, et que ce moment, par exemple, de l'épidémie de sida, qui a généré quand même de nombreux morts, et cette interdiction de mettre le préservatif et de reconnaître le rôle du préservatif dans la non-propagation du virus a été une mise en danger très concrète de plein de personnes. Et en fait, c'est pas évidemment le fait de la religion que en l'occurrence, c'était elle qui interdisait. Mais je veux dire, on pourrait prendre des exemples dans les trois religions, et je ne suis pas en train de vous dire qu'il y en a une qui serait meilleure ou pire que les autres. Ce que je vous dis précisément, c'est que ces trois grandes religions monothéistes, précisément parce que elles se reposent toutes sur une forme de Dieu le Père, et que ça dit quelque chose aussi de la manière dont elles ont contrôlé le corps des femmes. Et elles ne sont d'accord sur rien, sauf sur une chose en réalité. C'est le contrôle du corps des femmes, de leur sexualité et de leur utérus pour avoir des enfants. Donc évidemment que là-dedans, il y a des relents misogynes dans l'ensemble des religions. Et bizarrement, vous avez pris l'exemple de la religion catholique et vous avez dit Dieu le Père. Vous n'auriez jamais dit Allah le Tout-Puissant. Enfin, j'aurais pu dire. Donc non, mais je remarque qu'il y a une gêne. Je sais même pas comment on le dit, mais pas du tout. Mais il y a une gêne parce que à l'extrême gauche, vous êtes capté en fait par un intérêt électoraliste, et donc vous tapez en permanence sur les catholiques. C'est tout, voilà. Vous êtes animé par un intérêt électoraliste, c'est-à-dire que vous tapez sur les musulmans du matin au soir. Et en fait, ça génère une forme de vote. Moi, je ne fais pas de confusion. Je ne fais pas de confusion. Je considère que nos compatriotes de confession musulmane sont majeurs et responsables. Et ne sont pas tous des islamistes. Le problème, c'est que le débat, on était sur la misogynie
que subissent les femmes en politique. C'était ça l'origine du débat. Et là, on est en train de parler des de risques misogynes en France, qui ne sont même pas autour de la table. C'est-à-dire qu'on parle à leur place. Et par ailleurs, on est dans un racisme décomplexé, puisqu'on estime que le danger ne vient que d'un côté. Moi, je vous le dis, ça n'est pas des propos qui sont tolérables. Je redis quelque chose qui est une évidence. L'islam n'est pas une race. L'islam n'est pas une race, donc c'est pas du racisme. Mais vous refusez le mot islamophobie, si vous voulez, je vous dis, nous sommes dans une islamophobie décomplexée ici autour de cette table. Mais maintenant, je voudrais que nous revenions à l'objet du débat, qui est la misogynie que subissent les femmes en politique. Pourquoi ? Parce que si les femmes subissent cette misogynie, ce que ça génère derrière, c'est qu'il n'y a que 36% de l'Assemblée nationale qui est composée de femmes, qu'il n'y a que 25% des maires que nous venons d'élire qui sont des femmes, et qu'il n'y a que 12% des présidents et des présidentes d'intercommunalités qui sont des femmes. Ça veut dire que les femmes qui pourtant ont besoin des politiques publiques à peu près à la même hauteur que les hommes qui ont besoin de décisions publiques, eh bien n'ont pas voix au chapitre, ou du moins ne sont pas suffisamment représentées pour que leur voix porte à la hauteur de ce qu'elles sont dans la société. Et donc ça a des conséquences très concrètes. Et moi je me souviens par exemple du débat sur les retraites que nous avons subi, j'allais dire, à l'Assemblée, parce que ça a été un moment assez désagréable en réalité, où on avait des espèces de mots pour les femmes qui étaient des rustines sur leur droit à la retraite, mais il n'y a jamais eu d'analyse vraiment substantielle de pourquoi les femmes avaient des pensions de retraite aussi faibles une fois qu'elles arrêtaient de travailler. Et si elles ont des pensions de retraite aussi faibles, c'est parce que elles ont du travail en miettes, parce qu'elles ont pris des temps partiels, parce qu'elles ont élevé leurs enfants, parce qu'elles n'ont pas pu faire carrière, parce qu'elles avaient des contraintes familiales, etc. Et qu'en fait, la retraite n'est que le résultat de l'ensemble des discriminations que subissent les femmes dans le monde du travail. Et en fait, s'il n'y a pas des femmes dans l'Assemblée pour parler de cela, pour parler de la vie des femmes qui travaillent... Mais les hommes peuvent parler des femmes, vous savez, c'est pas un sujet qui est réservé aux femmes. Au bout d'un moment, on oublie... Très bons avocats de la cause féministe qui sont des hommes. On laisse finir Sandrine Rousseau et Julien Audoux, je te donne la parole. On oublie les situations très concrètes qu'elles peuvent vivre, et du coup, ça donne une réforme des retraites qui les expose encore davantage aux troubles musculo-squelettiques, etc. Et moi, je suis très triste de cela, parce que je pense que en 2026 en France, on devrait avoir une assemblée où il y a 52% de femmes, ce qui représente notre proportion dans le pays. Nous devrions avoir 52% de maires, nous devrions avoir 52% de présidentes d'intercommunalité. Et je m'en arrête là, mais il y a un chiffre qui, moi, me terrifie. C'est que sur les adjointes, il y a 72% des mairies dans lesquelles les hommes tiennent les finances. Mais par contre, sur la délégation petite enfance, sur les adjoints petite enfance, c'est 94% de femmes. Donc ça veut dire qu'en fait, la politique reproduit l'ordre social. C'est-à-dire qu'on met les femmes avec les enfants, quoi, c'est ça ? Exactement. Alors, c'est terrible en fait. C'est terrible pour notre démocratie. Faut nuancer ça. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont vraies. Il n'y a pas assez de femmes en politique, c'est vrai. Et d'ailleurs, il n'y a pas assez de jeunes en politique aussi. Le ministère égalité homme-femme, il a été... excusez-moi, c'est une question... C'est de la poudre aux yeux. Oui, mais justement, je vais vous poser une question à tous les deux. Le ministère égalité homme-femme, c'est un nouveau ministère, entre guillemets. Il date de quand, ce ministère ? C'est de la communication. C'était, je crois que... je voudrais pas dire de bêtises, mais c'est 80, je crois que c'est Mitterrand qui a mis pour la première fois une secrétaire d'État. Et après, ça s'est transformé en ministère. Et pardon si je suis imprécise dans ma réponse. Et pour toi, c'est de la poudre aux yeux ? Parce que finalement, la politique a imposé, enfin pas imposé, mais a mis en place quelque chose de bien, le ministère égalité homme-femme. Non, c'est bien. Un ministère qui n'est pas suivi des politiques concrètes, qui n'est pas suivi d'avancées réel, que ce soit sur la question des salaires, que ce soit sur la question de la maternité, que ce soit sur la question de la carrière, que ce soit sur la question de la sécurité, en fait, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. En fait, c'est un affichage qui est assez facile. D'ailleurs, quand il y a un problème qu'on ne peut pas régler, souvent on fait une commission ou un ministère. Donc on a l'impression, là on fait des colloques, on organise des déplacements, on fait des reportages, etc. Mais concrètement, ça met beaucoup de temps. Alors il y a eu des évolutions quand même, il y a eu des législations, notamment les lois sur la parité, même si elles sont, j'allais dire, imparfaites, et elles ne produisent pas toujours les bons effets. On observe aux élections départementales, il y a un binôme paritaire, un homme, une femme.
Et malheureusement, souvent, et c'est malheureux, la femme, elle est trouvée par l'homme pour compléter, etc. En fait, donc là, vous rejoignez tous les deux dans ce que vous dites, quelque part. Sandrine, vous êtes d'accord sur ça ? Il y a un problème d'engagement des femmes en politique, il est vrai, de place des femmes en politique. Après, dans notre société, il faut aussi nuancer. Il y a un problème de représentation des hommes dans la magistrature, par exemple. Vous avez 80% de femmes. Il y a un problème dans des grandes institutions qui aujourd'hui sont gérées par des femmes. Enfin, c'est pas un problème. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut nuancer aussi le fait que les hommes accaparent tout. La présidente de l'audiovisuel public de France Télévisions, de Radio France, sont des femmes. La présidente de la Commission européenne est une femme. La présidente de l'Assemblée nationale, c'est la première, est une femme. Et c'est une très bonne chose. J'espère vraiment qu'en 2027, la prochaine présidente de la République, pour le coup, sera une femme, par définition. C'est pas parce qu'il y a une femme à un endroit que ça permet l'égalité homme-femme. Ça permet parfois, pas tout le temps, d'avoir une forme de rôle modèle, et ça peut jouer. Je veux dire, quand comment elle s'appelle, la présidente de la BCE, de la Banque Centrale Européenne, a été prise par Christine Lagarde. Ça a été un rôle modèle et ça a joué un rôle, indéniablement. Ça dit aux petites filles, aux étudiantes en économie qu'elles ont une possibilité, mais ça suffit pas. C'est-à-dire que parce que si on regarde à l'autre bout de la chaîne, aujourd'hui, 80%, entre 80 et 90%, selon les métiers précis, des aides à la personne sont des femmes. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les personnes qui s'occupent des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes qui sont malades, sont des femmes. Et ces métiers qui sont particulièrement difficiles pour le corps parce qu'ils sont source de troubles musculo-squelettiques importants, mais aussi d'exposition à des produits chimiques, parce que quand vous nettoyez, eh bien, vous respirez en fait des vapeurs de produits chimiques, etc. Il faut savoir que les femmes ce qu'on appelle les femmes de ménage, c'est-à-dire les aides à domicile, ont des taux de produits chimiques dans le sang qui sont supérieurs aux ouvriers de la chimie. Hein. Et donc, on peut avoir une femme à un endroit dans un poste de pouvoir, mais ça ne résout pas la situation de toutes les femmes en France. Et on ne peut pas se contenter de ces rôles modèles, loin de là. Alors, je vous pose une question-réponse juste après la pause. Quelle est Et par ailleurs, je voudrais parler de Marine Le Pen aussi, parce que... Ouais, on va en parler juste après la pause. Et quelle est la situation la plus... l'acte le plus misogyne que tu aies vu à l'Assemblée nationale, Sandrine Rousseau ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a profondément marqué, où tu te dis, OK, là, ça atteint des limites que je peux pas tolérer ? Si tu peux me dire ça juste après la petite pause. Par exemple... juste après la petite pause. Pardon. Tout de suite. Suspense. Magali Berda, Sud Radio, on vit pas dans la même France. Il est 20h47, nous sommes en direct, on vit pas dans la même France. Je posais la question, alors ce soir on a un sujet sur la misogynie en politique. C'est quelque chose que j'ai énormément relevé moi-même quand j'ai fait mes immersions en politique pendant la présidentielle, avec Marine Le Pen, avec Anne Hidalgo, avec Valérie Pécresse. Toutes les femmes politiques, quel que soit leur bord politique, et là-dessus je pense qu'on est assez d'accord, sont victimes de misogynie, subissent de la misogynie, et on en parle ce soir avec Sandrine Rousseau et avec Julien Oudoul. Alors Sandrine Rousseau, je te demandais juste avant la pause, quelle est ce qui t'a le plus marqué à l'Assemblée nationale ? Est-ce que quand tu as vu une scène misogyne qui t'a le plus choqué et blessé ? Quand on traite les femmes d'hystériques, et ça s'est encore produit très récemment, alors pour que tout le monde comprenne bien ce dont il s'agit, c'est-à-dire que l'hystérie, c'est une accusation qui est faite aux femmes, qui vient de très très loin dans l'histoire de la misogynie, puisque c'est Hippocrate qui, le premier, a pensé que l'utérus, lorsqu'il n'était pas satisfait, et je vous laisse réfléchir sur ce que ça veut dire un utérus satisfait, eh bien se mettait tout à coup à bouger dans le corps, à monter et pouvait remonter jusqu'au cerveau et remplacer le cerveau dans la tête. Donc en fait, on réfléchit avec un utérus, d'où le terme hystérique, et non pas avec un cerveau. Alors là, j'ai vraiment appris quelque chose, vous voyez. Je ne savais pas. Ce qui est ultra misogyne, on en conviendra. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un utérus insatisfait déjà. Ensuite, il migre, on ne sait pas pourquoi, c'est le seul organe de toute ça n'a aucun sens. Et puis surtout, on se met à réfléchir avec notre utérus et plus du tout avec notre cerveau, sachant que ce sont quand même des hommes qui ont fait ça, qui souvent réfléchissent quand même avec leur
Bref. Leur quoi? Vas-y. Ouais, je m'arrête là. Mais vous voyez bien petite histoire. Envoyer et traiter des femmes d'hystériques dans l'Assemblée nationale française maintenant en 2026 ou en 2025, c'est plus possible. Enfin, on est quand même sorti de l'idée que les utérus prenaient leurs petites pattes pour aller dans le cerveau des femmes. Et en fait, cette hystérie a surtout servi à enfermer des femmes dans les hôpitaux psychiatriques, à les lobotomiser, à les contenir, à faire en sorte qu'elles ne sortent plus jamais. Et c'était les fameuses folles qu'on avait dans tous les hôpitaux psychiatriques de France et de Navarre. Et souvent, si on regarde ces femmes, et d'ailleurs on pourrait même renvoyer à la figure de la sorcière, mais si on regarde ces femmes étaient souvent des femmes qui en fait soit se battaient pour vivre seules, soit aimaient d'autres femmes, soit avaient été victimes de violences, soit de maladies, et en fait on les a simplement enfermées à la matraque d'une certaine manière, parce que les hôpitaux psy à une époque c'était quand même pas réjouissant. Donc quand on traite les femmes politiques qui ont été élues par le suffrage universel dans des circonscriptions, et on sait que ces élections-là sont quand même des élections très difficiles à gagner, et qu'on les renvoie à ça, enfin franchement non, c'est pas à la hauteur quoi. Julien. Alors moi c'était pas l'Assemblée nationale, mais c'était une collègue au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, une jeune collègue qui faisait son premier débat télé, c'était en 2022, un débat qu'elle a raté, comme n'importe qui peut le rater pour sa première fois, et qui a subi un déchaînement de haine, de caricatures, d'insultes, de propos dégradants, qui l'ont vraiment avili au plus haut point. Et très clairement, on l'a attaqué d'abord et avant tout parce que c'était une jeune femme. Alors, c'est-à-dire que quand un homme, et ça peut rejoindre aussi l'injustice des attaques contre Marine Le Pen, quand un homme commet une connerie, quand un homme est moins bon, quand un homme fait une mauvaise politique, finalement ça passe. Quand c'est une femme, et ça renvoie d'ailleurs à l'histoire politique, la haine qu'a suscité Edith Cresson quand elle était première ministre, etc. Quand c'est une femme, en fait il y a un déchaînement supérieur parce que c'est une femme. Et pas parce qu'elle a fait telle ou telle chose. Alors encore une fois, il y a des femmes qui sont incompétentes, il y a des femmes qui sont médiocres, il y a des femmes qui sont mauvaises, il y a des femmes qui font de très très mauvaises politiques, et on en a dénoncé plusieurs. Mais il faut faire la différence. Et alors malheureusement, certaines féministes ne font pas... Il y a des hommes aussi qui font tout ça. Il y en a beaucoup. Il y en a aussi. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui font de la merde. Je l'ai dit d'abord. Il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que quand les femmes sont attaquées, en plus parce qu'elles sont femmes, c'est insupportable. Voilà. Et souvent d'ailleurs, on observe que les femmes du Rassemblement national ne sont jamais soutenues par d'autres femmes. Jamais. Jamais, il y a une volonté de les enterrer. Alors moi, si je parce peux dire qu'elles un sont truc, allées dans le mauvais parti, selon pour parler de ça, quand moi j'ai vécu toute cette agression misogyne et sexiste, voilà, aujourd'hui, je pense acté par Booba et ses fans. Il y a un ami à moi, journaliste chez Europe 1, sans dire son nom, qui a contacté une association féministe et qui lui a dit comment ça se fait qu'avec toutes les images et les choses qu'il publie sur Magali Berda et les soi-disant vidéos pornographiques, etc., qu'il avait fait à mon sujet, vous ne vous exprimez pas et vous ne condamnez pas ce genre de propos qui sont faits tous les jours devant plus de 6 millions de personnes sur Twitter. Et je l'ai vu, la réponse de la féministe en question, une très grande féministe, a répondu « Ne me demande pas de soutenir Magali Berda, c'est comme si tu me demandais de soutenir Marine Le Pen. » Et j'ai dit, mais c'est quoi le rapport entre Marine Le Pen et moi? Moi, je suis pas, voilà. Et en plus, et c'est là où tu te dis que quelque part, les gens, et c'est vrai, Sandrine, et toi, tu en es victime aussi, parce que toi aussi, t'as pas de soutien de certaines personnes politiques. Les gens, finalement, aujourd'hui en France, choisissent les victimes qu'ils ont envie de défendre. Tu vois ce que je veux dire? Regarde, je prends l'exemple, de Marlène Schiappa. Moi, quand j'ai vécu tout ce que j'ai vécu, on n'a pas entendu Marlène Schiappa sur les tweets, les machins, etc. Tu vois, j'ai pas eu. Tu vois, c'est en fait chacun, parce qu'à l'époque j'étais infréquentable. Tu vois, c'était en fait, alors Marlène Schiappa ou d'autres. Et pourtant, quand on défend et quand on dénonce la misogynie ou le sexisme, on se doit de le dénoncer. Quelle que soit la fille ou la femme, moi personnellement, une fille qui subit de la misogynie ou du sexisme, tu vois, que je sois d'accord avec elle ou pas, j'en ai rien à faire. Que je sois Tu vois ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce que tu penses, toi? Tu voulais t'exprimer aussi sur Marine Le Pen, Sandrine, je crois.
Non, mais il est très important de condamner la misogynie d'où qu'elle vienne. Ça ne veut pas dire qu'on soutient les personnes qui sont les victimes de ça. Tu condamnes, toi, ce qu'a vécu Marine Le Pen aussi ? Ah ben je pense qu'elle a subi de la misogynie et évidemment je condamne cette misogynie, j'ai aucun problème avec ça. Après ce que je regrette vraiment c'est que Marine Le Pen n'en profite pas pour tenir un discours véritablement féministe. C'est-à-dire et pourquoi ? Parce que elle sait aussi que dans son camp politique, ça serait sans doute assez peu perçu. Mais en effet, en tant que femme politique, elle a subi une forme de surdose de violence que toutes les femmes subissent. Et moi, je voudrais aussi parler de femmes comme Mathilde Panot, par exemple, qui a été traitée de poissonnière, de Cécile Duflot, qui est arrivée en robe à l'Assemblée et qui a subi des attaques, des moqueries sur sa robe. Il faut savoir que c'est Michel Alliot-Marie, qui est arrivé à l'Assemblée en pantalon. À l'époque, les pantalons n'étaient pas acceptés à l'Assemblée, et qui a dit à l'huissier, si c'est ça, j'enlève mon pantalon. Et donc je rentre dans l'hémicycle sans rien, juste en culotte. Et évidemment, l'huissier lui a dit, vous gardez les pantalons. Donc Alliot-Marie a été arrêtée dans l'hémicycle parce qu'elle avait un pantalon, et Duflot derrière parce qu'elle était en robe. Donc il faut qu'on s'habille comment en fait C'est quoi le sujet, quoi? C'est-à-dire que si vous pouviez nous décrire très précisément les habits dont on a droit et ceux dont on n'a pas le droit, voilà. Et donc la misogynie touche toutes les femmes, et évidemment toutes les femmes politiques. Voilà. Et nous la condamnons, quelle que soit sa forme. Je voulais dire un mot. Question flash and cash dans 10 secondes. Je te laisse 10 secondes. Ok. Non, mais sur justement les pseudo-féministes qui choisissent leurs victimes, mais qui choisissent surtout leurs victimes en fonction des bourreaux. Je pense que si tu avais été agressé, harcelé par Gérard Depardieu, tu aurais eu tous les réseaux féministes qui seraient venus à ton secours pour taper l'horrible Gérard Depardieu. Comme tu as été agressé par Booba, qui correspond à un certain profil et qui correspond au profil type de certaines associations de gauche ou d'extrême gauche, effectivement, elles ne sont pas venues à ton secours. C'est le cas aussi. On va pas laisser dire quand même que personne n'est venu. J'allais dire quand même, et ça je le dis publiquement, je l'ai toujours dit, je l'assume à 1000%, et ça je le remercierai toujours. La seule qui est venue se déplacer à mon procès et qui m'a soutenue avec ne serait-ce que des petits messages. Alors, mais même avant, Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau, je suis partie. Il faut savoir que pendant mon cyberharcèlement, j'ai passé 2 heures dans son bureau en pleurant. En larmes, comme un bébé en larmes, et c'est la seule qui m'a écoutée, avec à l'époque Elisabeth Moreno aussi, que j'embrasse, qui m'a vraiment écoutée, qui est venue me voir carrément chez moi parce que j'étais à 2 doigts de me jeter. Et je peux pas dire aussi le contraire, pardonnez-moi. Isabelle Moreno, c'était une grande ministre, exactement, très grande. Et Brigitte Macron aussi, que je remercie du fond du cœur, d'un petit message qui peut aujourd'hui changer la vie à quelqu'un. Quand vous avez un message qu'on vous envoie en vous disant sois forte, on est là, tu n'es pas seule, ce message-là peut éviter beaucoup de drames. Pourquoi Brigitte Macron, alors, elle parle des sales connes pour les autres, en fait, c'est ça le sujet. Mais après, ça c'est encore un autre débat, tu vois, mais moi, dans mon expérience à moi, c'est ce que j'ai vécu, moi j'ai eu du soutien de ces 3 femmes-là. Et ça, je peux pas l'enlever. Brigitte Macron, Elisabeth Moreno, Sandrine Rousseau, moi, c'est 3 bords politiques peut-être, ou des bords qui n'ont rien à voir, mais humainement en parlant, c'est 3 femmes qui ont eu les cojones, excusez-moi, par rapport à beaucoup d'hommes, de me soutenir, et grâce à qui un petit message a fait que peut-être ce jour-là, je me suis pas foutu en l'air. Et beaucoup de victimes me comprendront. On a le temps de faire une question flash and cash ? Oui ? Alors, question flash and cash. Les questions flash et cash. Alors, Patrick, la deuxième. La mairie de Paris est critiquée après une subvention de 245 000 € pour des performances artistiques dans l'espace public. Est-ce que c'est un soutien à la culture ou un gaspillage d'argent public? En 10 secondes, Sandrine, et en 10 secondes, Julien. Alors je ne sais pas de quoi cette subvention était en soutien. Donc voilà, en tout cas 240 000 €. J'imagine que c'était pour un programme culturel d'ampleur, et donc voilà, j'imagine que c'était pour la culture. Mais Julien. Alors c'est un gaspillage manifeste d'argent public parce que c'est une bande de troubadours en fait qui fait qui danse sur des passages piétons. Donc ils dansent sur des passages piétons, ils reçoivent des subventions pour ça. On considère que c'est de l'art et de la culture. En fait, c'est de la clientèle électorale qu'on vient alimenter de l'argent public, c'est-à-dire avec nos impôts.
Le rapport de Charles Aloncle. Si, c'était les Beatles. Et d'ailleurs, c'était sous Giscard d'Estaing qu'il y a eu le premier secrétariat d'État à la condition des femmes. Voilà, Giscard d'Estaing corrige ce que j'ai dit tout à l'heure. Le rapport de Charles Aloncle sur l'audiovisuel public a été adopté par les députés avec des propositions choc sur France Télévisions et Radio France. Réforme nécessaire ou démantèlement idéologique de l'audiovisuel public. Sandrine Rousseau. Démantèlement idéologique, c'est une bataille culturelle. Julien Audoul. Il faut supprimer l'audiovisuel public, il faut privatiser et récupérer 4 milliards. En tout cas, je suis très fière de cette émission. J'ai réussi à aller jusqu'au bout avec Julien Audoul et Sandrine Rousseau. Ils se sont pas levés. C'est génial. Merci à vous deux. Merci d'avoir été présents tous les deux ce soir.